Alors, nous sommes ce soir dans les bureaux d'Officience avec l'équipe d'Open Team, donc Soka et Johan. Soka va nous présenter un peu ce que fait Open Team. Merci. Alors, Open Team, c'est une entreprise sociale qui maintenant a 2 ans d'existence. Tout est parti de l'idée de pouvoir démultiplier l'impact climatique, c'est-à-dire comment créer un accélérateur d'impact pour le climat. Ce qu'on souhaite faire, c'est éviter de sans cesse réinventer la roue, mais plutôt de partir des solutions qui marchent et de faciliter leur essaimage à large échelle. Pourquoi ? Parce que le principe fondamental qu'on constate, c'est qu'il existe beaucoup de choses aujourd'hui, mais trop peu de partage. Donc on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait mieux identifier ces solutions à l'échelle internationale, parce que ça dépasse en fait les enjeux nationaux. Les solutions existent partout, il faut savoir les identifier. Et la problématique, c'est bien sûr, c'est que d'un continent à un autre, c'est sacrément compliqué que de réussir à se parler, alors que même au sein d'une seule ville, on a déjà du mal à comprendre qui fait quoi. Alors ça peut apparaître un enjeu démesuré, mais notre approche consiste avant tout à utiliser les outils numériques comme des leviers pour répondre finalement en fait, à la problématique de la cartographie, dans un premier temps. Cartographie, c'est fondamental, c'est savoir identifier en fait les réseaux de la société civile qui existent depuis toujours, mais qui jusqu'à maintenant n'ont jamais vraiment eu l'occasion de se croiser. Donc un réseau en Amérique latine ne connaît pas, pour la plupart du temps, un autre réseau en Amérique latine, et encore moins un réseau français, et encore moins un réseau asiatique. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on les connecte entre eux, comment est-ce qu'on crée du lien entre ces réseaux, ce qui signifie d'avoir les moyens de référencer au sein d'une communauté les initiatives existantes et de pouvoir faciliter leur interconnexion entre elles, d'abord au sein de cet écosystème, et ensuite entre écosystèmes, de faciliter cette mise en réseau. Une fois qu'on a la mise en réseau, on a la capacité à identifier celles de ces solutions qui sont matures. Et sur la base des solutions matures, identifier celles qui vont avoir une capacité à démultiplier justement leur réplication ou leur essaimage à large échelle. Pour prendre un cas concret, l'idée c'est vraiment de pouvoir se dire il y a une initiative qu'on prend parce qu'elle a démontré vraiment sa capacité à avoir de l'impact, et on va dire maintenant on va la mettre en relation avec 50 entrepreneurs sociaux qui vont faciliter, ou qui vont souhaiter plutôt implémenter la solution de ce projet initial qui lui est déjà qualifié. Et à partir du moment où on dit qu'on arrive à avoir 50 ou 500, j'en sais rien d'ailleurs combien, mais qui sont volontaires, premièrement, pour implémenter cette solution, ça veut dire que déjà, on a une volonté marquée d'une communauté d'acteurs d'implémenter une solution qui a été déjà certifiée, valide, et donc qui permet d'envisager du coup une diminution du risque entrepreneurial, parce que quelqu'un est disponible pour expliquer en quoi est-ce qu'on peut apporter une implémentation de cette solution, plus ou moins step by step. Et cette implémentation step by step signifie qu'il faut pouvoir expliquer comment on met opérationnellement en œuvre le projet. Il ne s'agit pas de faire un document théorique ou voilà, sur la façon dont cette solution sera permet d'atteindre des objectifs extrêmement macroéconomiques. Non, il s'agit de dire, ok, pour planter des graines, tu as besoin d'eau, tu as besoin d'une pelle, tu as besoin de mettre tes mains dans la sol et tu as besoin de t'y prendre de telle ou telle manière. Donc c'est vraiment très 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 opérationnel. Et donc ça, c'est des choses qu'on voudrait pouvoir mettre en œuvre grâce à des solutions telles que les MOOC et faciliter du coup la mise en œuvre du transfert. C'est vraiment le mot-clé qui est important, la transmission, le transfert de savoir-faire à cette classe d'entrepreneurs qui vont permettre du coup la mise en œuvre du coup d'un processus de réplication qu'il faut accompagner, sur lequel il faut aussi être vigilant parce que la réplication, c'est un mot-clé dangereux. Il faut tenir compte des adaptations locales. Donc comment est-ce qu'on peut, après la cartographie, identifier les solutions matures et faciliter du coup la mise en œuvre de ce processus de réplication. Pour ça, on s'applique sur des mécanismes financiers qu'on est en train de développer avec les fondations et les bailleurs de fonds au sens plus général, pour que les fondations financent l'effort de guerre
que représente la documentation, qui est très important. Donc, une fois que cet effort de documentation est réalisé via les MOOC, par exemple, eh bien, on a un potentiel de transmission qui est démultiplié auprès d'une promotion d'entrepreneurs sociaux qui auront la possibilité de pouvoir implémenter et se retrouver entre eux pour partager les difficultés d'implémentation de ces solutions à l'échelle locale. Okay. Alors, j'ai cru comprendre que c'était quand même aussi des projets en open source, surtout, que c'était aussi la spécificité finalement de votre pépinière, pratiquement. Ah, absolument. Donc, est-ce que, Joanne, tu pourrais nous présenter concrètement un projet open source dont vous êtes occupé en pépinière? Très bien. Donc, en effet, l'idée, c'est que les projets ont le choix et surtout sont encouragés à documenter ce qu'elles font. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'open source. C'est mettre à disposition les savoirs qu'on souhaite mettre en avant. Et peut-être que certaines informations confidentielles ne seront pas partagées dans le grand public. Mais l'open source, ça ne veut pas dire... et l'open data, ça ne veut pas forcément dire tout partager, mais on partage ce qu'on est d'accord de partager. Donc un exemple de projet avec lequel on a travaillé, il a participé à notre premier programme qu'on appelle le Scale Camp. Donc, c'est un stage intensif de passage à l'échelle, de réplication du projet. Il s'appelle Bramley, il est basé dans le nord-est de l'Inde. Et lui, ce qu'il fait, c'est il travaille en fait à l'échelle d'un village ou d'un ensemble de communautés autour d'un village avec les fermiers, les agriculteurs locaux qui sont dans une démarche responsable pour le climat. Donc, c'est des agriculteurs bio, voire biodynamiques, en agroforesterie, enfin, avec différentes techniques. Leur problématique qui est commune, c'est que ces agriculteurs-là, ils ont des difficultés à accéder au marché et à vendre en fait leurs produits. Parce que tout seuls, ils sont trop petits, ils n'ont pas de moyens de communication, de trouver, même d'avoir leur propre camion pour acheminer au principal village de tout ce qu'ils produisent. Donc du coup, lui, il a mis en place une coopérative, enfin, c'est pas le terme technique parce que c'est assez innovant, mais c'est un rassemblement en fait de ces agriculteurs pour qu'ils puissent ensemble être plus forts et pouvoir accéder facilement au marché. Il y a aussi une dynamique de reforestation en fait dans ce travail parce que c'est des fermiers qui sont dans l'agroforesterie, donc qui mélangent reforestation, plantation d'arbres avec l'agriculture. C'est une technique qui permet d'avoir beaucoup plus de productivité, à la fois positive, circularité et productivité. Voilà, et donc du coup, dans ce cadre de ce projet-là, il a pu confirmer à l'échelle locale qu'il arrivait à faire ça avec 200 fermiers qui ont du coup pu accéder au marché, commencer à vendre plus efficacement leurs biens, et en plus ils ont planté plein d'arbres. 200 000 il me semble, donc sur cette région-là. Donc en fait, nous on travaille avec Bramley pour qu'il puisse documenter ce qu'il a fait et ensuite trouver d'autres porteurs de projets dans le nord-est de l'Inde ou peut-être dans d'autres parties de l'Inde, voire même du monde, notamment un projet au Mexique qui serait intéressé d'utiliser cette technique en fait de rassemblement des agriculteurs locaux. Et donc ce qu'on va faire concrètement, c'est que déjà on va l'aider à finaliser en fait ce qu'on appelle la bankabilité de son projet. Donc c'est finir le business plan, les aspects techniques, enfin tous les aspects qui lui permettront de devenir 100% prêt à répliquer. Voilà, il est déjà opérationnel, il a déjà de l'impact, mais on veut s'assurer qu'il est vraiment prêt à ensuite se démultiplier ailleurs. Donc ça, c'est le cadre du Scale Camp, il participe à ce stage-là. Et l'étape d'après, qui va donc avoir lieu cette année, c'est on va identifier d'autres porteurs de projets qui ont envie de porter un projet tel que le sien, qui veulent un projet qui fonctionne, qui ont les compétences qu'il faut en fait pour le faire, donc on va sélectionner. Et on va organiser ce qu'on appelle une Scale School. Donc là, ça va être, ils vont venir en classe, en fait, ils vont apprendre de Bramley comment il a mis en place son projet. Et ensuite, ensemble, ils vont travailler sur comment l'adapter localement à leur terrain. Voilà. Super. Et donc là, en fait, vous facilitez tous ces projets, donc en les sélectionnant justement par avance. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans justement votre facilitation que vous avez rencontrées? Ça, c'est la première question. Il y a juste la seconde question. Est-ce que les fonds, finalement, pour faire venir les personnes, peut-être que c'est aussi par Skype, enfin, je ne sais pas, pour en fait que les personnes puissent être dans la Schools Camp,
est-ce que vous avez eu des difficultés finalement à mettre tout le monde en lien finalement? La mise en lien, en fait, elle a été extrêmement simple. C'est pas la plus grande difficulté qu'on ait rencontrée. Le processus détaillé du Scale Camp était presque, je vais dire, limpide, dans le sens qu'il y a eu vraiment un processus de découverte humain des porteurs de projets qui étaient tous volontaires pour participer à cet événement et qui ont choisi de s'investir pendant une semaine, quand même, une semaine de la COP, sur 2 semaines, d'être tous les jours présents dans notre espace de travail pour suivre ce stage intensif. Donc il y avait déjà une volonté importante de leur part de s'investir et de se découvrir très personnellement, de se mettre presque à nu, je dirais, relativement aux problématiques qu'ils rencontrent et à ce qu'ils ont appris progressivement, les uns et les autres, à comprendre des lacunes qu'ils pouvaient avoir et de la façon dont ils pouvaient trouver des solutions qu'ils pouvaient s'apporter sur la base de leur complémentarité. Mais il faut bien s'imaginer que 10 personnes qui arrivent dans une salle et qui vont travailler 10 jours d'affilée ensemble, de 8h du matin jusqu'à 19h le soir, pour qu'elles arrivent vraiment à savoir comment est-ce qu'il y a des liens à établir, c'est pas un processus qui se fait instinctivement, mais à la fin de la semaine, je peux garantir qu'à la fin, la façon dont ils se qualifiaient, c'était, le terme anglais, c'est brotherhood, donc fraternité, parce qu'ils avaient tellement partagé sur leur problématique qu'ils arrivaient aujourd'hui, enfin c'est encore le cas qu'aujourd'hui, cet écosystème continue de vivre. Ils revendiquent en fait une envie de partager en fait cette collaboration qui les unit au-delà en fait de l'événement, mais c'était au-delà de nos attentes. Donc il y avait vraiment cette dimension assez géniale de pouvoir constater en fait voilà la richesse de ces échanges. C'est pour ça que je dis que l'échange, la difficulté, c'était pas vraiment la mise en œuvre de l'événement. On peut éventuellement plutôt parler de difficultés sur le plan préparation de l'événement, puisque pour nous, c'était un événement qu'on prototypait. Et donc, il y avait des difficultés logistique, voilà, beaucoup plus logistique sur comment faire en sorte que l'événement soit bien bordé, voilà. Mais c'était plus le cadre posé qui est expérimental et pour lequel on avait naturellement beaucoup de retours à faire au-delà, de retours d'expérience pour enrichir la démarche. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise de travailler de manière lean et en travaillant étape par étape, en apprenant de l'expérience, quoi. Génial. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre expérience de 2 ans, donc finalement, au sein d'OpenTeam? Quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, que vous aimeriez partager? Moi, je tenais à dire que ce qu'on fait avant tout, c'est pas forcément évident parce que c'est une innovation d'usage. Donc, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Les gens ne connaissent pas, du coup. C'est plus simple de faire une innovation technologique parce qu'on peut dire, regardez ma super découverte, mon nouvel iPhone, ou c'est quelque chose de palpable. Nous, on est vraiment dans une démarche de changer les modes de fonctionnement. Et c'est vraiment multilatéral. C'est à la fois comment on passe à l'échelle, enfin comment on développe un projet en impliquant à la fois des citoyens, des experts, enfin tout un tas d'acteurs. C'est aussi une innovation d'usage dans la façon de financer les projets, parce que du coup, par rapport au financement traditionnel, où on donne l'argent à un projet et on ne sait pas trop ce qu'il va en faire, en général, on s'assure quand même de le savoir. Mais en général, le financement, il est très ciblé. Et là, en fait, on donne une opportunité de faire levier. Donc, quand on finance un projet, non seulement on le finance, mais on finance aussi la documentation de son travail et l'essaimage et la réplication du projet. Donc, en fait, 1 euro mis dans le projet, c'est l'équivalent de 1 000 euros parce que c'est démultiplié par l'impact qu'on permet d'accélérer. Et voilà, c'est un message qui n'est pas toujours facile à faire passer ou à comprendre parce que c'est changer de mentalité. Mais on sent l'engouement et voilà, on a les témoignages des premiers porteurs de projets qui ont participé au premier Scale Camp. Il y avait même des financeurs qui y avaient participé et qui ont du coup pu expérimenter tout le processus. Et on a des retours très positifs. Donc
voilà, on est très enthousiaste pour le futur. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, elle a très bien dit. Merci en tout cas. Ah ben, c'est nous, et puis on rentre dans l'ère du contributif. Voilà. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci. Au revoir. Au revoir. Programme qu'on développe cette année en 2017, qui est en fait en 2 temps. Il y a la première étape qui est une étape de maturation des projets, le Scale Camp, et une deuxième étape qui est en fait ce qu'on appelle la Scale School, c'est un peu ce que vous avez vu sur le schéma d'avant, qui correspond à prendre donc, ce projet qui est maintenant mature parce qu'il a passé le Scale Camp, il est, de façon plus large, il a passé 1 an dans ce programme, à être accompagné par des experts de façon décentralisée, en pair à travers le Je monde. disais tout à l'heure, il y a un premier axe en fait, qui est orienté société civile. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir finir l'année 2017 en se disant que potentiellement, on aura cartographié 20 000, 30 000 initiatives dans le monde. Voilà. Mais c'est pas nous du coup qui apportons cette donnée, ce sont chacun de ces réseaux-là. RIAM, par exemple, apporte 60 projets de permaculture autour de Marrakech. Enactus, Maroc, apporte 3000 projets cartographiés depuis 10 ans, essentiellement autour des grandes villes du Maroc.